Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 3 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour se poser la question en quoi ce bull run va être différent des autres. Je vous ai annoncé que je faisais une grosse analyse aujourd'hui et ça va être le cas. On va passer sur la macro pour comprendre ce qui est différent des autres cycles, pourquoi on a une macro qui est très particulière et qui va être plutôt positive. Je vais vous donner tous les éléments et ensuite on ira voir en quoi cette macro va influencer le BTC et va influencer les cryptos, et en quoi le monde des cryptos est différent de ce qu'elle a été, pourquoi ce cycle va être unique, et sera peut-être le dernier des cycles aussi unique et aussi performant qu'on pourrait l'avoir. Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors on commence tout de suite par parler de la macro, parce que la macro est quand même très différente. On a eu une période où on a eu vraiment cette disruption avec le Covid, dans lequel on a eu les supply chains qui se sont contractés, on a eu une demande qui s'est contractée, une offre qui s'est contractée, et ensuite on a eu la libération de tout ça avec l'impression monétaire qu'on a pu connaître durant cette période. Et là, actuellement, on est en train de voir une économie, notamment une économie américaine, parce que je vais me concentrer majoritairement sur ça, qui est en train de se soigner, dans lequel on voit la supply chain qui est en train de se soigner. C'est les mots qu'a donné Jérôme Powell lors de son dernière allocution au niveau du FOMC, et c'est vrai que actuellement, on voit que l'inflation est en train de se calmer, parce que, justement, la supply chain est en train de se soigner. Et ça, c'était très important, ça veut dire que les flux internationaux sont en train de se restructurer et sont en train de permettre à l'économie générale d'avoir un accroissement qui est plutôt cohérent. Et sur ça se rajoutent plusieurs choses. Se rajoute la bulle de l'intelligence artificielle qu'on est en train d'avoir, les 6 majestiques qui sont totalement en train de porter le S&P 500, parce que on a fait quand même un ATH en 2024 sur les précédents highs qui avaient été effectués en janvier 2022. D'accord ? On a redépassé le niveau de la crise inflationniste. On est en train de s'instancier au-dessus. On a clôturé 2 bougies au-dessus de cette partie-là. Donc ça veut dire qu'on a bien un corps économique américain, parce qu'en plus je suis sur le S&P 500, qui est fort, qui est suffisamment fort pour pouvoir porter et continuer à aller de l'avant. Et là-dessus, on va revenir sur la bulle de l'intelligence artificielle dans quelques instants, et gardez bien en tête tout ce que je vous dis, parce que ça va être très important pour comprendre les flux monétaires qui vont arriver, et pourquoi ça va être important pour les cryptos. Mais là, dans ce moment où on se retrouve avec des taux d'intérêt qui sont très élevés, qui n'ont jamais été élevés aussi rapidement, en aussi peu de temps, et qui reste encore très très élevé, et dans lequel on n'a pas encore de visibilité sur une potentielle descente de ces taux d'intérêt, on a une économie qui s'arrache à la hausse. Donc ça veut dire que la pression réelle qui est en train d'arriver, qui est effectuée par la Fed, c'est pas qu'il ne se passe rien, c'est que elle agit, mais elle calme autant qu'elle le peut. Et ça veut dire que si jamais on retire cette chape de plomb, ça veut dire qu'on aura peut-être vraiment une véritable bulle de l'intelligence artificielle qui arrive. Cette bulle de l'intelligence artificielle, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, quand on regarde notamment le SP500 sur, donc on va faire SPX divisé par la valeur monétaire, l'impression monétaire que l'on a déjà, donc qui est WM2NS, vous avez déjà vu certainement ce graphique plusieurs fois chez moi, c'est pour moi, la cassure de cette rupture ici, de cette zone de résistance qu'on a connue depuis le crash de la bulle Internet, donc depuis les années 2000, on voit qu'on a une explosion, on a une réduction de la masse monétaire, et à côté, à contrario, on se retrouve sur une économie qui pousse très fortement. Et là, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas redescendre, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire un pullback, qu'elle ne peut pas se stabiliser avant de repartir à la hausse. Mais c'est un signe suffisamment fort pour se dire que on est peut-être en termes de macro dans quelque chose qu'on n'a pas connu depuis la bulle Internet, qu'on n'a pas connu depuis l'accélération haussière des années 95, 94, 97 jusqu'aux années 2000. D'accord, on est peut-être même dans cette idéologie-là grâce à l'intelligence artificielle. Et du coup, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, on a un cycle inflationniste qui est en train de se réguler, parce que actuellement la supply chain est en train de se régler, on est capable de maintenir les taux très élevé pendant plutôt très longtemps, parce que globalement, on a quand même une économie qui est en train de pousser. Certes, c'est pas toute l'économie américaine, mais ça reste quand même les 6 magnifiques, et on voit des records qui sont effectués sur des sociétés qui étaient considérées d'ailleurs en 2002 comme à l'agonie, comme Meta, et à côté, on a par exemple le pétrole qui arrive à se maintenir dans une tension politique qui est
très forte, entre 60 et 80 $. Allez, soyons fous, entre 60 et 90. On sait que tant qu'on reste dans cette zone-là, on aura une inflation qui sera contrôlée. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on arrive dans un soft landing, voire même mieux, ou est-ce qu'on arrive dans une probabilité où l'économie américaine va casser, parce que vous savez très bien qu'on a un système financier américain qui est les banques régionales, qui est pas forcément extraordinaire, et on sait que le mois de mars va être critique pour elles, parce qu'on a l'arrêt des aides de la Fed, qui va falloir surveiller. Donc pour moi, c'est les deux idées qu'il faut retenir. Soit on se retrouve dans une crise financière américaine au niveau de cette économie américaine qui est beaucoup plus régionale et dans lequel on a une mauvaise gestion qui est en train d'arriver et un arrêt de l'aide de la Fed, et à ce moment-là, on pourrait retrouver une crise financière très forte aux USA qui sera réglée par la Fed, par une injection monétaire et une diminution des taux. Deuxième scénario serait que, en effet, il n'y a pas de crise financière américaine, et à ce moment-là, il y a bien un soft landing qui arrive, voire même mieux, l'arrivée d'une bulle structurelle qui s'effectue sur l'économie américaine, et donc à côté, une explosion à la hausse des cours avec la diminution des taux de la Fed, et derrière peut-être même un retour du quantitative easing. Ça veut dire un retour des liquidités. Et ça c'est très important parce que quand on regarde un petit peu les obligations américaines, c'est ce qui tient le dollar aussi haut actuellement, c'est l'intérêt qu'ont les investisseurs à détenir du dollar, c'est d'être dans les obligations américaines. Et du coup c'est là où c'est intéressant, parce qu'on va arriver dans un shift où globalement on va avoir la baisse des taux de la Fed, la baisse des obligations américaines, donc ça veut dire la baisse du dollar, la baisse de la force du dollar, donc c'est-à-dire l'augmentation de tous les actifs qui sont contre le dollar, ce qui est plutôt logique du coup, et ensuite on va avoir un retour de la liquidité qui va passer des obligations vers des actifs risqués, avec potentiellement même des actions américaines qui vont être portées par une bulle intelligence artificielle et de la liquidité qui va revenir des obligations. Donc là, on pourrait avoir un effet qui se coule qui va être vraiment très très intéressant sur l'économie et qui va pas être que sur l'économie. Comprenez bien que là, on est dans un moment où il y a une certaine peur toujours de la récession qui est toujours bien présente, qui est plutôt normale et qui est représentée par la différence des taux entre les 2 ans et les 10 ans. C'est quelque chose qui va être très important et ça va être le repassage des 0%. Et peut-être ce 0%, on va le repasser en mars, à partir du moment où on aura la fin en fait des problématiques liées à la liquidité des banques américaines. Donc pour moi, ce sera vraiment le moment où on aura le go. Et que va-t-il se passer à ce moment-là? Que va-t-il se passer si tout se passe comme prévu, si on a vraiment ce soft landing, cette bulle qui se crée, un retour des liquidités? On va se retrouver sur un retour des investisseurs sur les produits à risque. Produits à risque étant les actions, d'accord, forcément, le Nasdaq, on va retrouver le S&P 500, on va retrouver les actifs américains, mais pas que, on va se retrouver aussi potentiellement sur le BTC, sur les actifs dans lesquels on commence à avoir une réglementation, dans lequel on commence à avoir vraiment cet engouement massif de certains institutionnels. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve des ETF qui arrivent avec des gens comme BlackRock. Ce n'est pas l'ETF encore une fois, qui amène la liquidité, je vous l'ai toujours dit ça, c'est juste une porte, un outil qui va être utilisé par des institutionnels. Et c'est là où il faut bien prendre en considération tout ce que je vous ai dit avant et vous préparer pour la suite. C'est qu'on va avoir, si je résume, une macro qui peut potentiellement être excessivement florissante, dans lequel on aura une injection de liquidité. On aura une volonté d'aller chercher du risque. Pourquoi on ira chercher du risque? Parce qu'on se retrouve dans une situation où on va être dans un taux réel qui va retourner en négatif. Ça sous-entend que mon taux, mon rendement qui sera donné par les obligations, par les bonds, ne me permettrait pas de gagner plus que l'inflation. Donc je vais devoir prendre des risques pour combattre l'inflation. Et en prenant justement ces risques, ça veut dire que je vais aller sur des actifs comme les actions, mais pas que. Je vais peut-être aller sur des actifs dans lesquels on a beaucoup de volatilité et dans lesquels on a des grosses performances. Et le BTC et le Bitcoin est un de ces actifs. Il y a l'ensemble des cryptos, mais surtout le BTC parce qu'on a derrière maintenant un outil qui est en spot, qui est par exemple IBIT ou qui est l'équivalent chez Fidelity, qui sont les ETF spot qui ont été lancés en janvier. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le lancement
qui apporte ça. Je vous l'ai dit et répété durant ces différents mois en vous disant qu'on allait certainement voir un Sell the News, et à partir du moment où ça allait être lancé, on n'allait pas avoir de bougie magique qui allait sortir et pousser à la hausse le prix du BTC. C'était quelque chose qui était classique, on va avoir un transfert de liquidité entre Grayscale, GBTC, dans lequel des personnes sont bloquées depuis des années et des années, qui sortent leurs parts, qui vendent leurs parts, et qui vont peut-être les mettre dans iShare, dans tous les autres ETF qui existent pendant cette période-là. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on est dans ce transfert de liquidité actuellement. On est dans une vague où on a un Grayscale qui vend des positions, et ces positions se retransfèrent dans les autres ETF. Mais ça n'empêche qu'on a un outil, maintenant, qui permet aux institutionnels, et globalement aux gros fonds, de pouvoir s'exposer et pouvoir construire des produits structurés autour du Bitcoin et d'éléments comme ça. Et c'est l'élément qui est vraiment différent de ça. C'est-à-dire qu'on a une économie qui est très très forte, on a à côté un BTC qui a accès à ces liquidités très très fortes grâce aux différents ETF qui sont des ETF spot. Et là-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment et fondamentalement différent des précédents cycles. Si on aime bien avoir cette notion de fractalité, comme on a l'habitude de l'avoir au niveau du BTC, oui, on est dans une fractalité qui est un petit peu identique. Si on regarde le cycle précédent et quand on regarde les périodes de halving que l'on avait, on était dans des phases de pré-halving, de compensation, de stabilisation et de léthargie, et c'est un petit peu ce que l'on risque de voir avant la préparation du halving, qui est estimé d'ailleurs maintenant à peu près à début avril, hein, on est entre le 4, 5, 6 avril, encore une fois ça évolue, ça évoluera avec le temps, parce que justement c'est un système de blocs et non pas un système de temps, et donc forcément ça se déplacera. Mais il faut comprendre que actuellement nous sommes dans une notion qui est plutôt classique par rapport au précédent cycle, donc on est bien dans un respect de la fractalité des 4 ans, sauf qu'à côté, nous avons quelque chose qui est totalement différent. C'est une macro qui se porte bien, et qui va se porter bien. On a terminé quasiment une crise inflationniste, on a peut-être une bulle autour de l'intelligence artificielle, un retour des liquidités massives sur les actions qui vont arriver, et sur les actifs à risque. On a les outils nécessaires pour pouvoir arriver sur le BTC, et on a une réglementation qui est en cours sur la crypto. Réglementation, je suis d'accord, qui n'est pas encore finale, qui peut être même très compliquée quand on regarde ce qui va arriver avec MiCA 2 ou ce qui est en train d'être préparé aux USA, mais une réglementation qui statue les cryptos comme étant quelque chose qui ne peut pas être interdit. Et ça, c'est vraiment important. Et donc pour moi, l'élément qui va être important et qui va déterminer vraiment l'accélération du bull run, ça va être la mise en place du transfert de liquidité que l'on aura du marché traditionnel vers le ETF. Et ça se fera et ça se verra à partir du moment où on aura un Grayscale qui arrêtera de vendre des BTC, et on verra vraiment ce qui se passera à partir du moment où on aura une augmentation significative du nombre de BTC qui seront gardés par les ETF, donc qui ne bougeront pas, et qui seront sortis de la notion de circulating supply. Et ça, on le garde en tête, je vais revenir dans quelques instants, et ça va être vraiment l'élément qui est très, très important. Je vais juste terminer sur le fait que ce qui va déterminer vraiment l'accélération du bull run, ça va être à quel point les flux monétaires vont arriver dans les cryptos. C'est plutôt classique, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, dans lequel on voit, quand on regarde la compensation de l'ensemble des stablecoins, ça nous donne en fait une idée de l'injection monétaire que l'on a. Ça, c'était valable avant. Maintenant, il faut corréler ça avec, en plus, ce qui est injecté directement dans les ETF, parce que les ETF en eux-mêmes, ici, ne passent pas par des stablecoins, d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas acheté en marché, c'est quelque chose qui est acheté en OTC, over the counter, et donc ça sous-entend qu'on n'a pas de transfert vraiment structurel monétaire qui a lieu. Donc le seul moyen de voir, c'est de voir le nombre de BTC qui sont bloqués pour chacun des ETF. Et je pense qu'à terme, on aura la capacité de l'analyser on-chain, c'est en train d'être effectué petit à petit, et on aura la traçabilité de ce qui se passe. Et quand on aura ces métriques-là, je pense qu'on aura une vision vraiment pure et dure des transferts monétaires effectifs entre la finance traditionnelle et le BTC, et c'est ça qui va vraiment différencier des autres cycles. On a souvent parlé de l'arrivée des institutionnels, comme quelque chose de magique. Ce n'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qui se construit. Et oui, on a la validation des ETF, qui est le premier point important. Et deuxième partie, ça va être le temps et la réglementation. À partir du moment où ça va être effectué, on aura un ajout de liquidité et on aura quelque chose qui se dynamisera
à la hausse et qui sera porté aussi par une forme de FOMO, mais pas que, il y a une partie technique pure qui va arriver. Et cette partie technique pure, ça va être la notion de supply. Comprenez bien qu'il y a deux éléments qui sont importants par rapport à Bitcoin. C'est qu'on a une supply qui est limitée, 21 millions, dans lequel on va avoir un halving, donc une diminution du nombre de BTC qui sont émis tous les blocs sur la blockchain, donc c'est-à-dire qu'on diminue l'offre disponible, et à côté, on a une augmentation de la LTH supply. LTH supply, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les long term holders, donc c'est ceux qui détiennent des BTC, qui ne les bougent pas, qui ne veulent pas les vendre, qui augmentent. Quelque chose qu'on n'a pas eu lors des précédents cycles. Comprenez bien que c'est quelque chose où on arrive proche des niveaux qu'on a connus entre le premier et le deuxième halving. On est dans des niveaux très très importants, alors qu'on a une supply qui est bien supérieure à ce qu'on avait dans cette époque-là. Et c'est pour ça que là-dessus, c'est vraiment très important. On se retrouve dans un momentum où on a un afflux de liquidité qui va être comme jamais, et dans lequel on a un nombre de BTC qui est réduit comme jamais. Et ça, c'est vraiment très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on a une réflexion qui est plutôt liée à la finance traditionnelle, où on dit que l'afflux de liquidité entraîne généralement une diminution de la volatilité. Pourquoi ? Parce que quand on a en fait une augmentation de la volatilité, quand on a une augmentation de la liquidité, ça influe sur la volatilité parce que tout simplement, plus on a de liquidité, plus on va avoir d'ordres qui vont se remplir, les ordres étant les commandes qui sont mis dans les carnets d'ordres des différents exchanges et des différentes bourses, parce que justement, le but étant d'acheter et de vendre. C'est le principe de l'échange. Et plus on a d'ordre, plus il faut du volume, plus il faut de la force au cours pour pouvoir créer de la volatilité, pour pouvoir combler ces ordres-là. Donc plus on a de liquidité, plus on a d'ordre, plus il faut de l'impulsivité, plus il faut du volume pour pouvoir justement compenser ces ordres-là et créer de la volatilité. Ça, c'est valable dans un marché traditionnel. Parce que dans un marché traditionnel, une action, par exemple comme Meta, si elle fait des gros bénéfices, à un moment donné, pourrait se dire, ok, je vais augmenter le nombre d'actions que j'ai présent, parce que je vais faire une augmentation au capital. Je vais émettre de nouvelles actions. Donc c'est-à-dire que dans le cadre de BTC, ce serait, je décide que BTC, le core développeur décide que BTC, c'est plus 21 millions, c'est 22 millions. Chose qui est impossible. Chose qui est impossible parce que fondamentalement, BTC est défini comme tel, et donc aura toujours 21 millions. Et c'est là où il y a une différence de vision entre ceux qui ont l'habitude de la finance traditionnelle, qui ne comprennent pas aussi la spécificité de BTC, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation de capital. Il n'y aura pas d'augmentation d'offres. L'offre restera toujours identique. Et encore, même pire, l'offre diminuera, parce que les gens perdront leur wallet, parce que les gens brûleront, feront des bêtises, parce qu'à côté, on aura des personnes qui bloqueront leur token, leur crypto, leur Satoshi, parce qu'il y a eu un BRC20 dessus. Alors, une ineptie, ça, je fais une petite parenthèse, mais bon, on aura toujours, en fait, une diminution de l'offre, et non pas une augmentation de l'offre, comme on peut le connaître dans un marché traditionnel action. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est différent, et c'est pour ça que je pense que cet afflux de liquidité va entraîner une accélération haussière comme on l'a jamais connue, et que peut-être justement cette stabilisation que l'on a pu voir déjà ici, et ici où on voit les performances qui diminuent de cycle en cycle, qui est une vérité, peut-être changer parce qu'on a un cycle qui est différent, parce qu'on a un afflux de liquidité qui est différent, parce qu'on a une macroéconomie qui est différente, parce qu'on a une supply qui est différente. On a une circulating supply qui n'a jamais été aussi basse. On n'a jamais eu autant de long-term holders. On n'a jamais eu autant de moyens d'apporter de la liquidité qui ne peut pas être satisfaite. Et ça, c'est vraiment les points les plus importants de ce bull run. Est-ce que, du coup, ce sera quelque chose qui va rester comme ça ? Je ne pense pas. Clairement, j'ai tendance à vous dire qu'il y a peu de chances, c'est quelque chose qui changera. Oui, il y a la réglementation qui va jouer énormément sur l'ensemble des cryptos. Mais n'oubliez pas que l'ensemble du marché des cryptos est porté par le BTC. Le BTC reste le moteur, et que c'est le BTC qui dirigera le reste. Et si le BTC pousse à la hausse, on aura un transfert de liquidité qui se fera vers les altcoins, dans lequel on aura des performances qui seront énormes. Il y a et il y aura toujours des opportunités à saisir dans cette période, parce que c'est une période de découverte, c'est une période qu'on ne connaît pas, on a l'habitude de faire de la fractalité, mais chaque cycle est différent, même s'il a des points communs, et je pense que la différence de ce cycle, c'est vraiment l'incohérence entre la liquidité qui va arriver et l'offre disponible.
Et c'est pour cela que j'ai lancé notamment une formation gratuite, qui est finançable directement, dans laquelle vous passez en revue la partie psychologique, crypto, analyse technique, trading, investissement, blockchain, vraiment tout, dans lequel vous pouvez avoir une vision d'ensemble et pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment pour pouvoir saisir les spécificités de ce marché pour pouvoir avancer. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est vraiment très dense et dans lequel vous avez absolument tous les éléments pour pouvoir progresser et vous donner un avantage et pouvoir profiter de ce cycle. Et je suis allé même plus loin parce que du coup j'ai aussi mis en place un groupe privé dans lequel vous allez retrouver des stratégies efficaces, des setups de trading, un support directement avec des coachs de façon à pouvoir poser vos questions, des briefs dans lesquels je vous donne vraiment ce que je ne peux pas dire sur YouTube directement, des lives mensuels que vous allez avoir plusieurs fois, que ce soit avec moi, que ce soit avec les différents coachs, un accès à mon portefeuille, comment je gère mes investissements, les différentes décisions que je prends, pourquoi, comment, les différentes crypto-pépites qui sont intéressantes, généralement ce sont des moyennes ou des petites market cap, vous avez accès à tout et c'est disponible en commentaire et en description. Je vais terminer cette vidéo par quelque chose qui va être très important. C'est que ce n'est pas parce que nous avons ce cycle qui va être différent des autres que les suivants vont être aussi explosifs. Je pense vraiment que la réglementation va jouer beaucoup. Il va y avoir une première phase de réglementation et je pense qu'il y en aura une deuxième. Et si jamais ça ne suffit pas, ce qui se passera certainement, et ça va être le cas quoi qu'il arrive, parce qu'on l'a vu aussi arriver avec l'or, c'est qu'on aura la mise en place d'outils financiers qui permettront justement de compenser cette offre qui sera limitée. C'est le même principe, on l'a vu avec l'or. Je vous invite à chercher notamment la notion d'or papier, c'est quelque chose qu'on a vu très fréquemment, où en fait l'offre, on est capable de la simuler. Les outils financiers pour pouvoir le faire existent et il suffit de les dupliquer avec le BTC. Oui, ça va dénaturer le Bitcoin, mais les financiers de la finance traditionnelle retrouveront quelque chose de liquide et dans lequel ce sera contrôlable. Et c'est le but aussi de certains acteurs d'avoir un contrôle sur quelque chose qui n'est pas contrôlable. C'est l'essence même de Bitcoin et à un moment donné, il y aura un contrôle qui sera imposé sur les cryptos. Ça, soyez-en certains. Donc pour moi, ce cycle va être différent, va être rempli d'opportunités, sera peut-être un des derniers cycles comme ça, avant d'avoir quelque chose qui sera beaucoup plus lissé et beaucoup plus classique, comme on pourrait le voir sur des actifs actions, mais ça n'empêche que mais ça ne changera rien au fait que les cryptos resteront dans le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me soutient et ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas aussi que demain on se retrouve à 18 h pour un live spécial avec Cryptomage où on va revenir sur cette notion d'hyperspéculation autour des airdrops et la notion de la tech versus la spéculation. C'est demain 18 h sur ma chaîne et sur sa chaîne. À très vite et à demain.